Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h45. Merci d'être avec nous ce matin. Nos éditorialistes pour le petit déjeuner de l'actu. Alexis Poulain, Thierry Garrier, Yves de Kerdrel. Et ce matin, des sujets. Oui, beaucoup de sujets. Donc il y a ce mouvement social autour des professions libérales. On en a parlé tout à l'heure avec Yves de Kerdrel, on y reviendra. Il y a le lancement en fait des municipales. Il y a des tensions dans la société. Un climat, ce qu'on a vu à Toulouse ce week-end, c'est un peu révélateur. Alors qu'il y a quelqu'un qui est passé donc évidemment dans la rue, qui a reconnu sa femme avec un amant, et etc. Ça a provoqué une véritable émeute en fait dans la ville. Et ce que nous disait un policier tout à l'heure, c'est que aujourd'hui à Toulouse, la moindre étincelle, et c'est extrêmement dangereux. Donc il y a une forme de climat de violence. Peut-être aussi du fait d'une certaine défiance à tous les niveaux, Alexis Poulain, entre les politiques, bien sûr, les citoyens, et de même qu'il y a cette défiance aussi et ces liens un peu étranges entre la police et la justice. Vous voulez revenir aussi avec une histoire, en fait, le pouvoir politique. Le pouvoir politique et la justice, oui, parce que, alors il n'y a pas qu'en France que les politiques ont des soucis avec la justice, puisque Didier Reynders, qui est candidat pour être commissaire européen à la justice, vient d'être poursuivi pour des enquêtes par le parquet belge. Il est actuellement ministre de la Défense et des Affaires étrangères là-bas. Nous, on a Nicole Belloubet qui a oublié de déclarer quelques biens, qui parlait à la radio de ses procureurs, avec un lapsus, comme on les aime bien à la radio. Et puis, côté français, Balkany, Sarkozy, Fillon, Le Pen père et fille, Bayrou, Ferrand, Mélenchon, ça en fait des noms quand même. Et ça pose question. Alors, la confusion règne, parce qu'on parle de choses très différentes, entre enregistrement personnel, assistant parlementaire, embroglio judiciaire pour rébellion, mais il y a toujours cette petite musique du tous pourri qui est pas loin, effectivement, et la défiance. Et puis, le calendrier de la justice qui pose question. François Fillon qui passe devant les juges juste avant les municipales. Et puis, Mélenchon qui passe cette semaine pour rébellion lors des perquisitions de son parti. Et soudain, on se trouve avec les lieutenants de la Macronie qui sont convoqués comme pour dire que la justice était indépendante, avec Ferrand, Bayrou d'un côté, en disant, vous voyez, il n'y a pas d'instrumentalisation de la justice à des fins politiques comme le voudrait Jean-Luc Mélenchon. Mais l'indépendance du parquet est toute mince en France quand même, ça pose question, y compris à la Cour européenne, tant les liens qui unissent le pouvoir politique et judiciaire sont directs. Il y a d'ailleurs, il faut rappeler l'article 10 de l'ordonnance de 1958 relatif au statut de la magistrature. Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Ça, c'est dit. Mais quand on voit le procureur de Paris, Rémy Hetz, par exemple, qui a été nommé en novembre 2018, il était anciennement au cabinet de Jean-Pierre Raffarin, donc il ne s'est pas caché de ses amitiés politiques. Et puis, il organise la perquisition au siège de Mediapart. Et c'est l'Élysée qui aurait d'ailleurs outrepassé Nicole Belloubet pour nommer ce monsieur Hetz à son poste. Emmanuel Macron, lui d'ailleurs, a une vision de la justice toute particulière. Il dit, c'était récemment l'an passé, la justice doit être indépendante, mais elle ne saurait être hors de tout, sauf à risquer de n'être légitime de nulle part. C'est particulièrement vrai pour le parquet, qui participe tout à la fois de l'activité judiciaire et de l'activité publique. Alors, faut-il croire les élus qui dénoncent la dérive autoritaire et les procès politiques ? Il y a un cas proche de chez nous, en Espagne quand même, où un juge a été condamné à 6 ans de prison, mardi 10 septembre, parce qu'il avait comploté contre une élue de Podemos, qui était magistrate elle aussi, Victoria Rosell. Et là, il se retrouve en prison. Et puis au Brésil, pas très loin, le juge Moro, qui était ce monsieur anticorruption, qui se retrouve aussi mis en cause par The Intercept en disant qu'il a empêché Lula de se présenter. Et maintenant, il est ministre de la Justice pour Bolsonaro. Donc si le gouvernement des juges relève plus du fantasme que de la réalité, on voit bien qu'il y a des ambitions personnelles et que la tentation est grande pour le pouvoir d'utiliser souvent la justice à des fins politiques. Mais alors, en France, pour y revenir, Yves de Kerdrel, Thierry Garrier et Alexis Poulain, c'est vrai, par exemple, que Jean-Luc Mélenchon et Manuel Bompard, qui était notre invité tout à l'heure, qui est l'un de ses lieutenants, dénoncent une justice politique. Est-ce que c'est vraiment le cas quand on voit qu'on s'attaque aussi à Richard Ferrand, Yves de Kerdrel ? C'est vrai que comme le disait Alexis Poulain, actuellement, ça tire un peu dans tous les sens. Toutes les tendances politiques sont concernées. Mais je reviendrai sur quelque chose qu'il a dit et qui me paraît très important. C'est sur les accointances politiques de certains parquetiers ou de certains juges et quand même l'affaire du mur des cons.
Rappelez-vous de l'affaire du mur des cons. Elle date maintenant d'il y a 6 ans. Elle n'a toujours pas été jugée. Il faut rappeler que c'est le syndicat de la magistrature. C'est le syndicat de la magistrature. Et le syndicat de la magistrature, il est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature qui nomme les plus hauts magistrats français. Donc, et en son siège, il y avait en effet ces caricatures d'hommes politiques, ce qu'ils appelaient le mur des cons, ce qui montrait leur mépris à l'égard de ceux qu'ils étaient censés régenter un tant soit peu. Et ça, je trouve que c'est un scandale et ces gens-là, 6 ans plus tard, ne sont toujours pas jugés. Cette affaire, elle n'est toujours pas jugée. Comment vous avez trouvé, parce qu'il y a le traitement aussi par les médias de 2 affaires qui ont éclaté, enfin 2 affaires, deux histoires judiciaires en cette fin de semaine, c'est-à-dire d'un côté Richard Ferrand inquiété, donc mis en examen, et puis de l'autre Patrick Balkany, Elisabeth Lévy le disait tout à l'heure, où les réseaux sociaux se sont réjouis de son incarcération, même si évidemment il est coupable. Thierry Garrier. J'ai l'impression, si vous voulez Patrick, pardon, mais je vais rapporter tout ça aussi à l'affaire de Toulouse et à l'émeute. Oui, bien sûr. J'ai peur qu'aujourd'hui, on soit dans une situation qui t'a passé pour un vieux réactionnaire, une situation où il n'y a plus de hiérarchie des valeurs, ni des situations. On parle aujourd'hui de cette affaire, si vous voulez, on est dans une situation où tout le monde fait jouer d'abord son égoïsme, son intérêt personnel, dans la vie quotidienne, dans la cité. La ville que je connais le mieux, c'est Paris. Paris n'a pas voulu régenter, organiser, faire respecter les règles de la vie en commun dans la circulation, tout simplement. Eh bien aujourd'hui, c'est l'anarchie la plus totale. Plus personne ne respecte personne. Les piétons ne sont pas respectés par les trottinettes, qui ne sont pas respectés par les vélos, qui eux-mêmes ne respectent rien et provoquent des accidents régulièrement en brûlant tous les feux. Mais tout le monde trouve ça tout à fait normal. De la même façon, vous parlez de justice. Comment peut-on comparer la situation d'un Balkany qui est condamné pour un fait gravissime, puisqu'il a détourné de l'argent public depuis des années à son profit en ne déclarant évidemment pas. Et puis, les affaires d'assistants parlementaires où les partis politiques, c'était malheureusement dans la tradition, n'ayant pas d'argent, devaient utiliser quelque force. Non, mais c'est bien ce que je suis en train de vous dire. Je parle de l'affaire Bayrou, de l'affaire Mélenchon. On n'est pas du tout dans la même situation. On n'est pas exactement, on n'est pas du tout dans la même situation que dans l'affaire Ferrand, par exemple, où il y a une suspicion d'enrichissement personnel, ou dans l'affaire Balkany, bien entendu, où là il y a une condamnation et on voudrait en faire une victime. Enfin, tout ça, on est par-dessus tête parce que aujourd'hui, et c'est en partie notre faute, nous aussi les médias, nous n'hiérarchisons plus ni les valeurs ni les situations. Tout à fait. Et la preuve en est que l'affaire Rugy, ça apparaît comme une histoire à l'eau de rose. À côté, il a démissionné. Il a démissionné en l'espace de 48 heures. Parce qu'il a menti. À côté de l'affaire Ferrand. Je veux dire, cette affaire Ferrand qui est une affaire de prise illégale d'intérêt, mais c'est surtout d'enrichissement sans cause. Ce monsieur s'est constitué un patrimoine de près de 600 000 euros. Sa compagne. De près de 600 000 euros avec des moyens plus que contestables. Alexis Poulain, donc allez-y. La confusion, effectivement, parce qu'on ne sait plus en fait ce qu'on juge. Donc voilà, on met tout le monde dans le même panier. C'est ce que je disais, ce petit fumet du tous pourri qui est très dangereux pour la démocratie. Et puis le fait est que on a une question à se poser. Le mur des cons, le parquet aujourd'hui, et cette indépendance-là qui est toute putative en réalité. Comment voulez-vous qu'un gamin qui pilote un vélo, a fortiori, mais même un scooter, on lui dit arrête-toi au feu? Mais il comprend plus rien. Comment voulez-vous qu'il obéisse à un policier qui lui dit arrête-toi au feu, alors qu'il entend tout ça et que tout ça n'a plus de sens. Il y a des appels pour commenter l'actualité, et évidemment il y a aussi ce qui se passe avec les professions libérales qui manifestent, qui font réagir. Et on a Claude de Paris qui nous appelle 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Oui. Bienvenue. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien Claude. On vous écoute. Oui. Sur les professions libérales, je dois dire que je tombe des nues parce que je ne savais pas que les professions libérales manifestaient. Ce que je sais, c'est que bien d'autres ont manifesté, et là, ça met une certaine pagaille dans l'économie de la France. Mais les professions libérales, si elles manifestent, on va pas en mourir. J'ai été profession libérale pendant un moment. On n'est pas suffisamment nombreux dans les professions libérales pour mettre la pagaille. Alors je ne sais pas quel est le motif, parce que
j'ai pas du tout suivi cette actualité. Ouais. Bah non, mais alors Yves de Kerdrel va vous le redire, hein, effectivement. Non, mais là, c'est intéressant parce qu'on a eu vendredi effectivement cette pagaille, monsieur, dont vous faites état avec la RATP qui a bloqué jusqu'à 10 lignes de métro complètement et qui a mis tous les Parisiens à pied, etc. A créé 300 km de bouchons autour de Paris et des professions libérales. Et on a d'un côté des gens qui veulent défendre des régimes spéciaux et d'autres qui veulent défendre des régimes autonomes, ça n'a rien à voir. Les régimes autonomes, les avocats par exemple, en 1941, le régime de Vichy leur a dit « débrouillez-vous, on ne veut pas s'occuper de vos retraites ». Ils ont créé eux-mêmes un système de retraite qui gèrent eux-mêmes et qu'ils gèrent tellement bien qu'ils ont accumulé eux-mêmes 2 milliards d'euros de réserves financières. Et maintenant, on veut leur prendre ces 2 milliards de réserves et on veut en plus leur doubler leur cotisation retraite. Donc je comprends, honnêtement, qu'ils soient aujourd'hui dans la rue. Et ils vont pas faire, comme vous dites, ils vont pas faire la même pagaille que les agents de la RATP qui eux partent en retraite à 52 ans. Oui, ou 55 ans, c'est la moyenne. Voilà. Merci. Allez, on va continuer. Restez avec nous, Claude. Et puis, vous pouvez continuer aussi d'appeler pour réagir sur l'actualité, ce qui vous interpelle. Évidemment, on va parler des menaces peut-être de guerre entre ce qui s'est passé là, ce week-end en Arabie Saoudite, l'attaque des installations pétrolières, et puis évidemment les campagnes des municipales. C'est parti, on l'a évoqué tout à l'heure jusqu'à 9h15. C'est le petit déjeuner de l'actualité. Thierry Guerrier, Alexis Poulain et Yves de Kerdrel. Et vous, 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Restez avec nous, on revient dans un instant, 8h56. Et nous poursuivons notre petit déjeuner de l'actualité que nous avons entamé tout à l'heure en parlant des professions libérales et puis d'autres qui sont mêlées comme les hôtesses de l'air, les stewards donc également aujourd'hui. Sur le régime de retraite notamment, nous allons en débattre à 9h15 avec nos invités. Il y a d'autres sujets dans l'actualité, notamment ce risque. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ou une menace de guerre entre l'Iran et puis l'Arabie Saoudite, les Américains avec cette attaque spectaculaire donc par des drones d'installation pétrolière. Alexis Poulain, Yves de Kerdrel, Thierry Guerrier. Aramco, c'est la première entreprise mondiale de pétrole et c'est l'entreprise publique saoudienne. C'est la 3e attaque de drone en 5 mois, donc c'est pas la première, 3e attaque. Cette fois-là, effectivement, l'ampleur est telle qu'on se dit oulala, mais les rebelles yéménites ont des drones. Tout de suite, Washington dit c'est les Iraniens qui sont derrière, donc on est prêt à y aller, parce qu'en fait, il y a vraiment cette envie de retourner, refaire la guerre. Ça n'arrête pas, même si Bolton a été viré, John Bolton, qui était conseiller spécial à la défense de Trump, a été remercié il y a 15 jours. On voit bien que derrière, les faucons sont toujours prêts à fondre sur l'Iran à la moindre incartade. Or là, l'attentat a été revendiqué par la rébellion yéménite. Laquelle est soutenue tout de même par l'Iran, évidemment, parce qu'on peut se demander d'où viennent les drones. Donc il y a un premier aspect qu'il faut prendre en compte dans le raisonnement, c'est que l'Iran soutient ces rebelles qui ont revendiqué les attentats. Par ailleurs, les attentats, on peut considérer aussi que c'est une forme de réplique dans la bataille de la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen. Mais le deuxième aspect, c'est qu'il faut tout de même s'interroger sur la précision, en tout cas elle interroge les observateurs, la précision de la frappe et la puissance de la frappe. C'est la preuve d'une certaine maîtrise tactique, d'une maîtrise militaire, dont on peut se demander qui en est à l'origine. On voit mal la CIA tout de même dans un jeu à 3 bandes venir déclencher une telle difficulté. Bon, tout est possible. Mais enfin, on peut comprendre aussi qu'on pose la question de savoir si le savoir-faire militaire iranien soit pas derrière cette attaque. C'est une question légitime. Quelles armes, bien sûr. Comment dire, il y a eu aussi des attaques de drones, je vous rappelle, sur des navires, des pétroliers près du détroit d'Ormuz, qui ont été clairement authentifiés comme venant de l'Iran. Bien sûr. Donc c'est l'Iran qui arme les rebelles yéménites et qui leur fournit des drones porteurs d'armes. Puisque vous avez 2 sortes de drones, les drones militarisés, les drones porteurs d'armes, et puis les drones qui ne font que de l'observation. Là, je vois que
Trump vient de déclarer qu'il était prêt à répondre aux rebelles yéménites de manière militaire. Donc on est quand même dans un processus d'escalade, d'autant que il y a les rebelles yéménites, on vient de le dire, sont soutenus par l'Iran, et que par ailleurs, l'Iran, on est toujours dans un processus où ils sont en montée en puissance sur l'enrichissement nucléaire, en rupture, à la suite de la rupture des accords de Vienne par Donald Trump. Alors ça, c'est le premier aspect, mais effectivement, dans le raisonnement, quand on essaie d'être à distance et un peu objectif, comme essayent de faire les stratèges ou les militaires français, par exemple, qui regardent avec une certaine volonté de neutralité et d'objectivité pour nos intérêts à nous, Français par exemple, et Européens, la situation, il y a un autre aspect aussi. C'est qu'il y a un pays aujourd'hui, en tout cas dont le Premier ministre actuel qui est en campagne électorale a intérêt aussi à faire monter la pression contre l'Iran, c'est Netanyahou et c'est l'état-major politique au pouvoir en Israël. Ouais, bah alors vous dites quoi? Ça veut dire que tout est possible, y compris une forme machination. C'est une machination, c'est le jeu de la guerre. C'est le jeu de la guerre, tout simplement, Patrick. Pardon. Et nos stratèges et nos militaires surveillent tous les aspects, y compris une capacité à instrumentaliser des objets militaires pour favoriser une stratégie politique. Et il y a une troisième chose à prendre en compte. Aramco doit rentrer en bourse pour 5% de son capital. L'an prochain, on parle de milliards qui devraient abonder le fonds souverain saoudien. Dès janvier. Dès janvier, voilà. Et là, c'est quand même aussi à prendre en compte parce qu'il y a des dissensions au sein du clan régnant saoudien. Et c'est Mohamed Ben Salman qui pousse vraiment pour aller le plus vite possible pour cette entrée en bourse. Mais il y a des gens dans la famille qui freinent des cas de fer et qui ne sont pas du tout d'accord avec cette stratégie. Donc il y a aussi parce qu'il y a les jeux internes aussi au pouvoir saoudien qui sont ce jeu sur le pétrole, c'est pas rien qu'on cible Aramco directement parce que là, ce jeune prince a pris le pouvoir et a mis en prison une bonne partie des autres princes un peu plus corrompus, on va dire élégamment. Et en effet, il y a des jeux de pouvoir considérables internes. Mais est-ce qu'on risque une escalade? À chaque fois, on sait que les conflits, en fait, dans le monde viennent souvent, enfin en tout cas ces dernières décennies, de ce qui se passe au Moyen-Orient, notamment autour des tensions pétrolières, Yves de Kerdrel. Il y a un risque d'escalade, oui, clairement. En même temps, pour reprendre une expression à la mode, en même temps, sur le plan de la demande pétrolière, il y a trop de risques. Il n'y a pas trop de risques. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de stocks souverains, aussi bien aux États-Unis. Et les États-Unis ont déclaré dès hier qu'ils étaient prêts à utiliser leurs stocks stratégiques, ce qui est très rare. Oui, mais mais bien sûr, là, c'est concernant en fait ces installations pétrolières. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir d'autres attaques, toujours avec ces drones, ces missiles? Bien sûr, il peut y avoir d'autres attaques. À ce moment-là, on sera dans un processus d'escalade, comme il y en a eu un dans les années, dans les années 80, avec le blocus du détroit d'Ormuz. Et à ce moment-là, s'il y a blocus du détroit d'Ormuz, c'est 10% de la production mondiale qui passe par là. C'est pour ça que Donald Trump, quand même, dans ses tweets, a été un petit peu plus apaisant cette nuit. Je ne sais pas si vous avez vu, il essaie de calmer un petit peu le jeu, quoi. Il a quand même dit que les États-Unis étaient prêts, lock and stock, mais bon, c'était vraiment pour dire on est prêt à tirer. Mais il n'a pas dit quand même que l'Iran, clairement, non, il n'a pas c'est ça, parce que il voit que ça devient dangereux, y compris pour lui, quoi, éventuellement. Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Ça me fait penser à ce film qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, La chute du président, puisqu'il y a des attaques par des drones. C'est exactement ça. C'est un film hyper spectaculaire. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, qui est sorti il y a quelques semaines. Thierry Guerrier, on évoquait ce matin les municipales, dernier sujet de notre petit déjeuner de l'actualité ce matin, avant de revenir sur les professions libérales et les autres mouvements aujourd'hui. Donc, les municipales sont lancées. Alors, on l'a vu à Paris avec ce sondage IFOP pour Sud Radio et le JDD hier, et fiducial, quand même assez spectaculaire, qui montre que... Oui, parce qu'il confirme ce que je vous disais, c'est-à-dire la présence d'un perdant, c'est Benjamin Griveaux, qui se retrouve talonné à 2 points derrière la percée de Cédric Villani, qui est le vrai gagnant de ce sondage, même s'il doit faire encore des efforts pour être crédible. Oui, et puis, il y a Hidalgo, qui reste devant. Hidalgo avec 10 points de moins
moins que le score qu'elle a fait en 2014 à 24 contre 34. Ce qui est normal, parce qu'elle n'est pas au pouvoir. Quand vous êtes au pouvoir, vous savez bien que votre image est plutôt entachée. Très bien. Les sondages qui précédaient 2014 donnaient quand même une relative aisance à la majorité sortante de l'époque, qui a été malmenée par la droite, mais qui a gagné finalement, même si Nathalie Kosciusko-Morizet a fait plus en voix, mais le système électoral à Paris a permis à la majorité de gauche de rester à la tête de la ville. Pour autant, elle était dans une autre situation qu'aujourd'hui. Là, 10 points de moins, ça ne veut pas dire que c'est perdu automatiquement, surtout si la Macronie continue à se diviser, mais ça ne veut pas dire que c'est gagné. Et Hidalgo, au fond, aurait pu sortir en meilleure posture de ce sondage. Non, la véritable percée, c'est que pour l'instant, Villani a réussi, au moins en termes de notoriété, à s'imposer. Après, il faut qu'il tienne crédible. C'est une autre. Moi, ça me pose question sur la démocratie, parce que Cédric Villani, c'est que du marketing. Non, c'est pas que du marketing. Il arrive, il n'a pas de programme. Non, mais il y a un côté marketing. On lui pose des questions sur les logements. de marketing, vous pouvez dire que c'est que du marketing. Non, mais moi, c'est ce que je vois. Ça, c'est une affirmation. C'est une affirmation au sensible, mais c'est pas une vérité. Non. Il sort de nulle part. Il arrive en disant je vais être candidat à la mairie de Paris. Très bien. Il n'a pas d'équipe, il n'a pas de programme, il n'a pas d'équipe. On verra bien. On verra bien. Regardez comment ça fonctionne. C'est dingue. Et là, on voit bien qu'il y a une double stratégie d'En Marche aussi, de dire on en présente 2 pour le prix d'un. Ah voilà, si on additionne Villani et Griveaux, on prend en tenaille Hidalgo. Et c'est évident, vous faites les calculs, 15 plus 15, ça fait 30. Et voilà, donc derrière, vous avez une stratégie qui est grosse comme une ficelle. Pardon, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Ça, c'est très pertinent. Je pense qu'il y a peut-être un jeu, non pas un complot, mais un calcul qui est qu'au fond, c'est peut-être le calcul du président de la République, c'est de dire au fond, on finira peut-être. Et on la prend en tenaille. C'est l'éternelle stratégie de Macron, c'est prendre en tenaille l'ancien monde avec le meilleur en quelque sorte des deux camps, qu'on finit par réconcilier derrière un homme ou une femme, et puis de gagner et l'emporter. Si ça fonctionne comme ça, avec la Macronie se réconcilie, elle gagnera. Si en revanche elle continue à se diviser, et Cédric Villani est quand même bien décidé, et vous avez face à lui un Benjamin Griveaux qui lui est persuadé que son étoile devrait l'emmener à la mairie, ça va être compliqué quand même. Donc c'est pas que du marketing, ce serait un peu trop rapide. Il n'a pas été exclu du parti, donc je crois que tout est dit. C'est le jeu. Oui, parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Thierry. C'est-à-dire que Emmanuel Macron regarde ça du point de vue de Sirius ou de Jupiter, et il regarde. Et ce qu'il regarde, c'est les deux nageurs nager côte à côte. Parlez bien dans le micro. Les deux nageurs Villani et Griveaux nager côte à côte et tout proche. Et au moment où il faudra choisir, il débranchera entre guillemets élégamment celui qui est le moins bien placé, et de manière à ce que la République en marche effectivement puisse faire un score cumulé supérieur à celui d'Anne Hidalgo. Oui. En un mot, qu'est-ce que vous avez compris de la stratégie du Rassemblement national qui s'est rassemblé donc ce week-end pour les municipales? L'Élysée. Derrière chaque mairie, il y a l'Élysée en pointe. Oui, c'est ça. Mais les municipales, ils sont moins bien organisés pour gagner en fait des grandes villes, a priori peu. Mais toujours des villes intermédiaires. C'est leur stratégie. Sur leur base, oui, bien sûr. Qui les anciens, alors le Sud, les anciennes villes communistes. Enfin, on voit ça. Mais ce qui m'a étonné, moi, c'était surtout l'aspect écolo, vraiment martelé sur le localisme, en disant tout doit être local. Et ça, c'est la nouvelle découverte, de. Ah non, c'est pas nouveau. Non, ça fait quand même 2-3 ans. 2-3 ans qu'ils disent. On voit que ça devient un pivot en fait de la nouvelle stratégie, de dire on doit être écolo nous aussi, et on va prendre cet angle du localisme qui est assez différent et pertinent. Et tout doit passer par là. Donc, d'où la poussée sur les communes aussi. La stratégie municipale sera autour du localisme également. Donc, ça, c'était pour moi le truc à retirer. Je crois que ça s'inscrit dans la volonté de Marine Le Pen de surfer sur la fin du mouvement des Gilets jaunes. L'idée de prendre en compte la revendication écologique et locale en même temps, avec la dimension sociale, c'est répondre à la sensibilité d'une partie du public qui continue à manifester et qui est beaucoup animé par les identitaristes, identitaires et par l'extrême droite. Et ceux-là sont avec un objectif d'ancrage local, mais bien sûr, derrière pour elle, c'est avec un seul objectif qui est quand même la campagne présidentielle. Le Rassemblement national a toujours des arguments quand même assez chocs, quoi. Il s'adapte, il y a eu l'immigration, il y a eu en fait le chômage, il y a eu, et y compris donc sur l'environnement, l'écologie, avec cet argument. Et ça fait longtemps qu'il s'adapte localement, que le discours n'est pas le même dans les villes du Sud comme dans les villes du Nord. Donc oui, c'est un parti qui est capable
de faire de s'adapter, des grands écarts. Yves de Kerdrel. Et avec, je ne sais pas si vous avez entendu également dans les déclarations de Marine Le Pen, un gros clin d'œil pour des alliances locales avec d'autres listes, ce qui risque quand même de ne pas arranger les affaires de certaines municipalités tenues par des républicains éventuellement. Voilà, c'est ça. D'un mot, donc Moed Altrad qui va se présenter, on l'a évoqué là tout à l'heure avec Olivier Biscay de Midi Libre qui était là. Je vais dire Il doit les choses se lancer pour la mairie de Montpellier. Je vais dire les choses en toute franchise et transparence aux auditeurs de Sud Radio. Je l'ai interviewé à 2 reprises et j'avoue que c'est un personnage extrêmement séduisant. Voilà un garçon qui était un jeune adolescent syrien qui marchait, comme Yves de Kerdrel nous le rappelait, hors antenne il y a quelques minutes, pieds nus dans le désert de Syrie, puis qui un jour finit par émigrer, avant la crise de la sécheresse, mais qui, il y a des années, et qui est venu en France, qui s'est intégré, qui est devenu français, qui a appris le français, qui en parle remarquablement, qui est un Français aujourd'hui, qui a monté son entreprise avec l'ébène, avec les échafaudages, 4e Français du bâtiment et des travaux publics, quelqu'un qui respecte ses salariés. Patron du club de rugby de Montpellier. Voilà. Et voilà, il avait même des ambitions nationales aussi à la Fédé. Qui est formidable comme chef d'entreprise. Si on avait des centaines de patrons d'ETI français à la Altrad, ce serait formidable. Yves de Kerdrel. Non, je te considère également que Moed Altrad est quelqu'un d'absolument remarquable. J'ai simplement une réserve. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'expériences réussies de chef d'entreprise dans la politique et dans la gestion des municipalités. Même Jean Bousquet, Cacharel à la mairie de Nîmes, etc. C'est un autre monde, c'est une autre manière de fonctionner. C'est une autre manière de fonctionner. Francis Maire en a fait un livre sur l'impossibilité des industriels ou des chefs d'entreprise de faire de la politique. C'est vrai. Je pense que le sens de l'efficacité, le sens du verbe, le sens de la tactique n'est pas toujours le même. Tapis Marseille. Chacun son job. Tapis Marseille, évidemment. Mais les choses peuvent évoluer, on ne sait jamais. Merci à tous d'avoir participé à ce petit déjeuner de l'actualité. Alexis Poulain, Yves de Kerdrel et Thierry Guerrier.